Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre de notre cours de littérature musicale et on change un petit peu d'approche aussi, dans la mesure où, depuis le début de la session, on a surtout prôné une approche analytique. On a analysé des Teletubbies, on a analysé un thème de Beethoven, on a défini en gros en quoi consiste une phrase musicale, une cadence, une articulation dans le discours musical. On a vu que les cadences peuvent être suspensives, conclusives, qu'il y a des fonctions de tonique, de dominante, qu'il y a un lien étroit qui unit la mélodie à l'harmonie. On s'est intéressé, si on veut, à la mécanique interne du système tonal. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un petit peu différent. C'est une introduction à l'approche historique et en fait à la périodisation. Donc, on va voir comment on a quatre grandes périodes qui s'échelonnent en gros du début du 17e au milieu du 20e siècle. Et ces périodes-là reflètent une évolution dans la façon dont on conçoit et dont on pratique la musique. Cette évolution-là va être remarquable selon plusieurs paramètres. On va voir une évolution dans les instruments, dans la conception des instruments, dans l'apparition de nouveaux instruments. On va voir une évolution dans les formes musicales. Il y a une évolution dans le langage harmonique lui-même. Il y a une évolution dans l'utilisation du rythme, dans la conception même de la musique. Quand on passe de l'époque baroque au style classique, au romantisme, à la musique moderne, les fondements même de la musique vont varier, vont changer de façon significative. Et à travers le cours d'aujourd'hui, on va essayer un petit peu de répondre à la question qu'est-ce qui fait que la musique baroque sonne baroque, que la musique classique sonne selon le style classique, etc. Qu'est-ce qui caractérise les périodes musicales? Et pour ce faire, j'ai mis dans vos écoutes quatre pièces qui sont vos auditions 24, 25, 26, 27, donc quatre pièces consécutives dans vos auditions musicales, qui ont des choses en commun et qui ont aussi des choses qui leur sont spécifiques. Elles reflètent chacune les quatre grandes périodes dont on va parler aujourd'hui. Donc la 24 est une pièce baroque, la 25 est de style classique viennois, la 26 est romantique, la 27 est une pièce moderne. Euh, Par contre, elles sont assez homogènes au niveau d'une tendance commune à vouloir illustrer l'idée de la danse. C'est pas un hasard si 24 et 25 s'appellent toutes les deux menuets. Donc, c'est des pièces basées sur des rythmes typiques à une danse du 18e siècle, une danse à trois temps qui s'appelle le menuet. Votre pièce audition numéro 26, c'est un mouvement d'une symphonie de Berlioz, la symphonie fantastique. Le deuxième mouvement s'appelle un bal, parce que la symphonie fantastique raconte une histoire, et à ce moment-là, dans l'histoire, le personnage amène sa bien-aimée dans un bal, et ils vont danser une valse ensemble. Donc il y a encore cette idée de danse, et non seulement de danse, mais de danse à trois temps, parce que la valse, comme le menuet, est une danse à trois temps. Donc la valse est un peu le pendant 19e siècle du menuet. Le 18e avait son aristocratie qui dansait le menuet. Le 19e a sa bourgeoisie qui va danser la valse. La valse est plus rapide et plus dynamique. Le tempo est plus animé. C'est un peu comme une espèce de menuet qui aurait bu du Red Bull, si on veut. Et votre pièce numéro 27, c'est un extrait d'un ballet de Stravinsky, dans lequel on va voir que, ben justement, l'idée de menuet ou de valse n'existe plus du tout. On est en plein art moderne, mais même malgré le caractère très avant-gardiste de Petrouchka en 1911, on a cette idée de danse qui est quand même préservée et l'utilisation du rythme qui va être très originale. Donc, les quatre pièces, chacune à leur façon, témoignent de la manière dont, au fil des siècles, la musique va être utilisée de façon différente pour évoquer cette idée de danse. On va comparer un menuet baroque à un menuet classique pour voir qu'est-ce qui détermine le caractère baroque ou classique. On va voir comment le romantisme vient intégrer des nouvelles données dans l'équation musicale et comment finalement la musique moderne va remettre en question de façon radicale les concepts et les conceptions musicales des siècles antérieurs pour essayer littéralement de réinventer la musique. D'abord, un peu de périodisation. La musique baroque, le style baroque, on le fait durer de l'an 1600 à 1750, c'est-à-dire essentiellement de la naissance de l'opéra
à la mort de Jean-Sébastien Bach. Pourquoi on fait commencer le style baroque avec la naissance de l'opéra? Parce que c'est un des événements marquants dans l'histoire de la musique occidentale. L'opéra va amener une toute nouvelle façon de concevoir la musique. Quand on verra en littérature musicale 2 comment sonnait la musique de la Renaissance, on va voir qu'à la Renaissance, beaucoup de pièces étaient encore a cappella. La musique était très polyphonique, mais de la polyphonie essentiellement vocale. Or, dans l'opéra, oui, bien sûr, il y a des gens qui chantent, mais souvent c'est une personne qui chante à la fois sur un accompagnement orchestral. Donc on passe d'un type d'écriture qu'on qualifierait de polyphonie à une écriture de type mélodie accompagnée. Et déjà là, c'est un changement fondamental, parce qu'au lieu d'avoir cette espèce de polyphonie renaissante où on a ou bien plusieurs mélodies différentes une par-dessus l'autre, ou alors une seule mélodie qui se superpose à elle-même selon le principe du canon, on a une mélodie conductrice, une mélodie vraiment importante et des accords qui se déroulent, qui s'enchaînent en dessous en guise d'accompagnement. Donc on voit qu'on est déjà beaucoup plus proche de ce qui caractérise notre pratique actuelle de la musique. Aujourd'hui, dans la musique qu'on entend, qu'on pratique à tous les jours, on a très souvent cette idée de mélodie accompagnée. Ne serait-ce que de chanter quelque chose puis s'accompagner à la guitare, c'est de la mélodie accompagnée. Donc l'opéra marque un peu l'arrivée de la mélodie accompagnée. Et vu qu'il y a cette idée d'accompagnement avec des accords, ben, l'opéra va beaucoup, les compositeurs d'opéra vont devoir réfléchir quant à la façon dont on peut enchaîner les accords. Ils vont se demander pourquoi cet accord-ci sonne bien avec celui-là, moins bien avec tel autre, etc. Et on va développer rapidement un genre de théorie des accords. Et au fond, si on veut résumer comment on appelle aujourd'hui cette théorie des accords en deux mots, ben, c'est le système tonal. Donc, le passage de la Renaissance au baroque marque en musique, en gros, le passage du modal au tonal. Qu'est-ce qui caractérise la musique tonale? On en a parlé beaucoup, on va le faire encore. C'est cette musique, cette conception basée sur des gammes et des accords essentiellement majeurs ou mineurs, avec des accords qui ont des fonctions. Fonction tonique, fonction dominante, fonction sous-dominante. Donc cette conception-là de la musique, en gros, apparaît à peu près avec la naissance de l'opéra en 1600. Donc vous avez votre musique baroque, votre style baroque qui va de 1600 à 1750, qui est la mort de Jean-Sébastien Bach. Déjà dans les dernières années de la vie de Bach, il y avait beaucoup de choses qui laissaient présager un changement profond et significatif dans la musique. Il y avait le style galant ou rococo, il y avait le courant préclassique, il y avait les sonates de Domenico Scarlatti, il y avait plein d'indices comme ça que la musique s'apprêtait à aller ailleurs, mais on va quand même faire durer le baroque jusqu'en 1750 parce que le baroque a ceci de très particulier que c'est un courant musical qui connaît son apogée à sa toute fin. Souvent, les courants musicaux, ils ont un apogée, puis il y a un déclin par la suite. Ce n'est pas le cas du baroque. Le baroque est en ascension perpétuelle, connaît son apogée à sa toute fin avec Jean-Sébastien Bach puis Handel, et après la mort de Bach et de Handel, il n'y a plus personne qui écrit dans ce style-là, puis on a complètement tourné la page, puis on passe à autre chose. Donc il n'y a pas vraiment de déclin du baroque. Il y a l'apogée, puis ensuite ça n'existe plus. 1750, mort de Bach. Handel est mort 7 ans plus tard, mais on peut garder cette décennie-là, cette 1750 à 1760, comme période de transition vers autre chose. Et déjà, les fils de Jean-Sébastien Bach, Johann Christian, Carl Philipp Emanuel, vont écrire très souvent dans un style très différent, très contrastant par rapport à celui de leur père. Donc on voyait déjà qu'on s'en allait ailleurs. Et qu'est-ce que c'est que cet ailleurs-là? C'est ce qu'on va appeler le style classique, ou plus précisément le style classique viennois. Pourquoi viennois? Parce que c'est un style qui va être dominé par certaines figures emblématiques et légendaires et certains procédés musicaux qui ont en grande partie été développés par Joseph Haydn et par la suite repris par Mozart, par Beethoven, éventuellement Schubert aussi, quoique Schubert est déjà lui-même aux portes du romantisme, sinon carrément romantique. Alors, on a ces très grands noms de la musique qui représentent vraiment des figures légendaires et qui vont incarner ce style classique viennois. C'est le style qui va nous donner les symphonies, les quatuors à cordes, les sonates pour piano, des concertos,
C'est vraiment un moment clé dans l'histoire de la musique instrumentale. On va essayer de voir comment et pourquoi dans les semaines qui viennent, mais au fond, on peut déjà dire que le développement de certaines formes musicales, notamment la forme allegro de sonate, va permettre un essor spectaculaire au niveau de la conception même de la musique instrumentale. Donc, vous avez votre style classique viennois qui, grosso modo, commence avec la mort de Bach et va aller jusqu'à la mort de Beethoven, 1827. Euh, il y a une espèce de chevauchement, ou si vous préférez, de fondu enchaîné entre la fin du style classique puis le début du romantisme. On peut dire que Beethoven, à plusieurs égards, est lui-même à la fois classique et à la fois romantique. Donc, le premier quart de siècle, le premier quart du 19e est à la fois la fin du style classique et le début du romantisme. On peut dire, pour se simplifier la vie, qu'essentiellement le romantisme en musique couvre l'ensemble du 19e siècle. On pourrait dire 1800 à 1899, puis c'est une périodisation qui en vaut bien d'autres et qui a l'immense avantage d'être très facile à retenir. Donc disons, pour le besoin de la chose, que notre romantisme couvre le 19e siècle dans sa totalité, et par la suite vous auriez le modernisme ou art moderne, dominé par des figures emblématiques comme Debussy en France, comme Schoenberg en Autriche, comme Stravinsky d'abord en Russie, puis qui va par la suite aller vivre en France, puis qui va déménager aux États-Unis. Mais voilà, donc Debussy, Schoenberg, Stravinsky, c'est peut-être les trois pères fondateurs du modernisme musical, et chacun va amener une contribution originale, personnelle et significative. Pour résumer très brièvement, disons que ce qui anime leur démarche commune, c'est vraiment une remise en question du système tonal, une remise en question des systèmes normatifs hérités des siècles précédents. Donc, c'est quoi les systèmes normatifs? En gros, c'est la tonalité puis les formes. On avait le système tonal, les compositeurs modernes vont prendre leur distance par rapport au système tonal et vont chercher des nouvelles façons, des nouvelles stratégies dans l'organisation des sons. Ils vont littéralement essayer de réinventer la musique, un peu comme les peintres modernes vont réinventer la peinture en la libérant de la figuration. Ça faisait des milliers d'années que la peinture essayait de reproduire des éléments identifiables tirés du monde réel. On allait peindre des animaux, des paysages, des personnages, etc. Quand vous regardez la peinture moderne, quand vous regardez une toile de Mondrian ou de Paul Klee ou de Jackson Pollock, ça n'a pas grand-chose à voir avec une toile de Raphaël ou de Michel-Ange ou même de Lacroix. Donc, l'art moderne procède de préoccupations et de stratégies qui sont différentes de celles des siècles précédents. Et il y a cette quête perpétuelle de découvrir des choses nouvelles. Peut-être le plus grand péché pour une œuvre moderne, c'est de réutiliser des procédés, des techniques qui avaient déjà été faites. L'art moderne procède d'une quête perpétuelle d'innovation et d'originalité. Et c'est important de garder ça en tête quand on étudie, quand on observe, quand on regarde les toiles modernes, quand on écoute la musique moderne. On est constamment en train de vouloir, pour paraphraser les débuts de Star Trek, aller bravement là où personne n'est allé auparavant. C'était le mission statement de l'Enterprise, c'était l'ordre de mission dans Star Trek, c'est aller bravement là où personne n'est allé auparavant. Et c'est ce que cherchent à faire les artistes de l'art moderne. Donc on verra comment, à travers souvent une remise en question, voire littéralement un abandon des lois du système tonal et des formes des siècles précédents, les compositeurs du modernisme vont chercher littéralement à réinventer la musique. Alors ça, c'est nos dates. Le modernisme, disons que c'est le 20e siècle. On pourra nuancer quand commence et finit l'art moderne versus le style contemporain. Généralement, on utilise la Deuxième Guerre mondiale. Donc, modernisme irait, disons, de la fin du 19e jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et après ça, il y aurait la musique contemporaine. Où ce serait aussi, si on veut, la frontière entre le moderne et le postmoderne. Mais il y a encore là un petit peu un flou artistique et académique quant aux frontières exactes entre le moderne et le postmoderne, entre le moderne et le contemporain, et c'est pas dans ce cours-ci qu'on va essayer de clarifier tout ça. On va revenir à nos 4 auditions.
Les deux premières ont ceci de commun que ce sont deux menuets. Qu'est-ce que c'est le menuet? C'était la danse aristocratique par excellence du 18e siècle. Donc, c'est une danse basée sur une mesure à trois temps, de rythme modéré. On va retrouver le menuet dans à peu près toutes les suites de danse de l'époque baroque. Et c'est une des très rares danses baroques qui va survivre dans le style classique viennois. Parce que, bon, toutes les suites baroques étaient des œuvres en plusieurs mouvements, chaque mouvement étant grosso modo basé sur un rythme de danse. Le pattern, le schéma typique de la suite de Bach, par exemple, c'est allemande courante sarabande. Là, il y a des danses optionnelles et on finit par une gigue. Donc, chez Bach, les menuets arrivent juste avant la gigue dans cette zone de danse optionnelle. Après la sarabande, mais avant la gigue. La plupart de ces danses-là vont être mises de côté quand on va passer au style classique viennois dans les années 1760. L'exception notable, comme je le mentionnais, c'est le menuet, parce que l'époque du style classique viennois correspond à l'invention de la symphonie. Et c'est à Mannheim, en Allemagne, que les compositeurs vont écrire les premières symphonies, Stamitz entre autres. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se baser sur l'ouverture d'opéra. L'ouverture d'opéra standard de l'époque était en trois parties. C'est ce qu'on appelle l'ouverture à l'italienne. Il y avait un mouvement rapide, un mouvement lent, et on finissait par un autre mouvement rapide. Donc vite, lent, vite, c'est la base de l'ouverture à l'italienne. L'idée qu'ont eue les compositeurs de l'école de Mannheim, c'est entre le mouvement lent et le mouvement rapide de la fin, d'intercaler une paire de menuets, menuet 1, menuet 2, et ensuite on passe au mouvement rapide de la fin. Ce qui fait qu'ils ont passé d'une structure à trois éléments, vite, lent, vite, à une structure en quatre mouvements. Vite, lent, pièce à trois temps de tempo modéré, et rapide pour finir. Et ça, c'est la base même de la symphonie classique. La symphonie classique est une œuvre en quatre mouvements qui provient directement de l'ouverture à l'italienne à laquelle on a intercalé un menuet entre le mouvement lent puis le mouvement rapide final. Donc le menuet, finalement, c'est à peu près la seule danse baroque qui va survivre à l'époque classique. Et même dans ses dernières symphonies, vous voyez, la 39e de Mozart, c'est parmi les dernières, il y en a fait 41 en tout. Même dans les dernières symphonies de Mozart, on retrouve encore ou bien deux menuets, ou comme c'est le cas ici, menuet et trio. C'est la même idée. Okay? L'idée est que souvent les menuets étaient regroupés par paires. On avait menuet 1, menuet 2. Chacun de ces menuets-là était lui-même une forme binaire avec reprise. Donc, chacune était subdivisée en deux sections et les sections étaient répétées. Donc, on jouait menuet 1, première partie, on faisait la reprise. Menuet 1, deuxième partie, on faisait la reprise. Menuet 2, première partie, on faisait la reprise. Menuet 2, deuxième partie, on faisait la reprise. Et ensuite, il était écrit da capo. Donc, du début, après avoir joué le menuet 2 et ses reprises, on rejouait le menuet 1 sans les reprises. Alors, ça faisait A, B, A, avec cette paire de menuets et le premier menuet qui est répété à la fin, on se trouve à créer une forme ternaire, une forme A-B-A, une forme da capo. La seule différence, c'est que le A initial est plus long que le A final, parce que la première fois on fait les reprises, la deuxième fois on ne les fait pas. Mais vous allez sans trop de difficulté pouvoir retrouver ce déroulement-là dans à la fois les menuets 1 et 2 de l'ouverture numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, votre audition numéro 24, ainsi que dans le menuet et trio de la symphonie 39 de Mozart. Vous allez entendre la première partie du menuet et sa reprise, la deuxième partie du menuet et sa reprise, le trio, première partie avec reprise, deuxième partie avec reprise, et da capo, à la fin, on rejoue les deux sections du menuet sans faire de reprise. Donc c'est ce qu'on appelle la forme da capo. On a comme deux formes simples, deux formes binaires avec reprise, et à la fin de la deuxième forme, on va rejouer la première, d'où l'idée de da capo qui veut dire du début. Capo en italien c'est la tête, donc da capo c'est de la tête. On repart au début et on rejoue. Donc au niveau de la forme,
Votre paire de menuets de Bach et votre menuet et trio de Mozart sont tout à fait semblables. Pourtant, ça sonne pas du tout de la même façon. Pourquoi? Prenons une gorgée de café et on va l'expliquer. Premièrement, il y a l'instrumentation. L'orchestre de Bach est un orchestre à cordes. Il y a des cordes frottées. Il y a un clavecin qui vient réaliser la basse continue. Il y a très peu d'instruments à vent. Il y a 2 hautbois puis un basson, puis c'est tout. Et les instruments à vent sont généralement pas utilisés dans un contexte soliste. Il n'y a pas de thème qui leur est réservé ou spécifique. Ils viennent simplement doubler les cordes pour donner plus de rondeur, pour donner un son plus riche. Donc un orchestre essentiellement à cordes, avec un clavecin, c'est tout à fait baroque. À l'inverse, l'orchestre de Mozart, il n'y a plus de clavecin et les instruments à vent sont beaucoup plus présents. Dans les symphonies de Mozart, on a non seulement les hautbois, mais on a les flûtes, on a les clarinettes qui ont été inventées, on a les bassons toujours, et souvent on a des corps, on a des cuivres. Donc on a un orchestre qui est beaucoup plus développé au niveau des instruments à vent, mais qui a évacué le clavecin. À quoi servait le clavecin dans la musique baroque? Il était très utile. C'était l'instrument harmonique par excellence. Le clavecin, parfois le luth. On utilisait aussi le luth, qui étaient donc les 2 instruments à cordes pincées d'emploi généralisé au XVIIe et première moitié du XVIIIe. L'idée est que la musique baroque procède souvent avec une basse chiffrée. On a des notes de basse, et au lieu de noter la réalisation des accords, le compositeur allait simplement écrire des chiffres sous les notes de la ligne de basse, la basse chiffrée. Et donc le claveciniste connaissait le code de ces chiffres-là, ou le luthiste, si c'est quelqu'un qui jouait du luth, on savait, partant de la note de basse et des petits chiffres qu'il y avait en dessous, quel était l'accord qu'on devait exécuter à ce moment-là dans la pièce. Si par exemple la basse joue un sol, avec les chiffres 6 et 4 en dessous, que viennent nous dire 6 et 4? Ça veut dire que par-dessus le sol, il faut jouer une sixte et une quarte. Donc bien sûr, la sixte de sol nous donne un mi, la quarte de sol nous donne un do, ce qui fait qu'on est en train de construire un accord de do. Do, mi, sol à la base, c'est l'accord de do au 2e renversement. Donc, c'est la raison pour laquelle le 2e renversement, parfois en harmonie classique, on l'appelle la position de sixte et quarte, parce que c'est noté dans la basse chiffrée avec un 6 et un 4. Donc, le clavecin va réaliser la basse chiffrée dans une grande proportion des œuvres baroques, que ce soit des mouvements de danse, comme c'est le cas ici, que ce soit dans des opéras baroques, très souvent il y a la basse chiffrée, dans des cantates, dans plusieurs œuvres baroques, vous allez trouver donc cette basse chiffrée qui est réalisée ou bien par le clavecin si on est dans une salle de concert, ou bien à l'orgue si on est dans une église. Et c'est comme ça qu'on conceptualisait, si vous voulez, la réalisation de la partie harmonique. Vous remarquerez également que la ligne de basse joue à tous les temps. Souvent, dans un cas de menuet, on va avoir des arpèges à 3 sons. Yom pom pim pom pim yom pom ti tom pom podam pom todim pom piram pom pododididam podam pom, etc. Ce genre de basse-là, tout à fait typique du menuet, une basse à 3 temps avec des noirs en continu, qui nous donne une pulsation très régulière, très égale. Et ça indique justement la proximité de la musique instrumentale baroque avec ses origines de musique de danse. C'est pas un hasard si l'immense majorité des mouvements des suites baroques ont pour titre un nom de danse. Des allemandes, des courantes, des sarabandes, des gigues, des gavottes, des menuets, des bourrées, etc. Tout ça était des danses. Et donc, cette proximité des origines du rôle de la musique instrumentale qui était d'accompagner les danseurs va transparaître dans l'esthétique rythmique, dans la façon dont on a de mettre le rythme et la pulsation en évidence. Dans la musique baroque, il y a cette espèce de moteur rythmique qui est en grande partie tributaire du fait que la musique est encore très proche de ses fonctions d'accompagnement des danseurs. On va appeler ça la basse continue. La basse continue qui nous donne des notes égales, de temps en temps un petit chaînon, de temps en temps des petites croches, mais vraiment une ligne basée sur l'idée de mettre une note à tous les temps.
Et ce qui est fascinant de la basse continue, c'est plusieurs choses, mais d'abord, à travers un mélange de gammes et d'arpèges, la ligne de basse nous permet de comprendre l'harmonie. Donc ça, c'est une première caractéristique. Par exemple, si je joue Do, Ré, Mi, Fa, on comprend qu'on a un accord de Do dans une mesure à trois temps qui va vers un Fa. Et à cause du Mi qui est la troisième note, on sait que l'accord de Do va être majeur. Si on avait voulu un accord de Do mineur, le Mi aurait été bémol, et ainsi de suite. Donc c'est le principe de la basse continue. À travers un mélange de figures de gamme et d'arpèges, de mouvements conjoints et disjoints, on a une ligne qui joue sur tous les temps et qui nous permet de comprendre l'harmonie de la pièce. Et c'est l'accompagnement baroque par excellence, cette basse continue. On peut la rattacher à différentes choses. Si vous remarquez, il y a plusieurs styles de danse contemporains, que ce soit le house, que ce soit différents types de techno, que ce soit le vieux disco des années 70, où on avait ces figures rythmiques qu'on appelle le four on the floor, c'est-à-dire quatre noirs sur le bass drum. Boum, 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 boum. Aujourd'hui, on va souvent mettre un hi-hat sur les croches entre les temps. C'est la même idée d'exprimer chaque temps, d'exprimer chaque noir, pour qu'on ait exactement conscience de où sont les temps, comment interagir physiquement avec la musique, quand mettre le pied par terre, où sont les temps, comment interagir physiquement avec la pulsation. Donc, il n'y a pas tant de différence entre les bass drums sur toutes les noires et les lignes, les notes de basse sur toutes les noires de la basse continue baroque. Il s'agit dans les deux cas de musiques qui sont encore proches de leurs origines de musique de danse. Évidemment, on ne danse pas de la même façon au 18e siècle puis au 21e. Les instruments ont changé, puis la musique ne sonne pas du tout de la même façon. Mais il y a quand même des choses qui sont comparables. De la même façon, on peut comparer la basse continue du baroque avec ce qu'on appelle en jazz le walking bass, etc. Donc, cette régularité de la noire dans le walking bass joue exactement le même rôle que la basse continue du baroque. Le walking bass en jazz apparaît dans un style qui s'appelle le swing, à la fin des années 20, dans les années 30. Et une grande particularité du swing, c'est que c'était une musique d'écoute et de danse. Et donc, on voulait vraiment marquer la pulsation pour que la danse soit facilitée sur cette musique-là, pour que les gens sentent d'instinct où sont les temps, comment danser, quand mettre le pied par terre, etc. Très souvent, la batterie va jouer des figures rythmiques récurrentes. Ching, 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 ching. Alors, cette régularité rythmique-là témoigne justement d'une volonté d'accompagner les danseurs. Et la musique baroque était encore proche de ce rôle d'accompagnement de la danse. Et c'est une bonne idée de garder ça à l'esprit quand on interprète la musique baroque. Il y a ce moteur rythmique, il y a cet ancrage dans la pulsation qui est nécessaire pour donner à la musique son rythme, sa vitalité, son énergie. Voilà, donc la basse continue est très représentative de l'écriture baroque. C'est un accompagnement, mais c'est un accompagnement qui en soi est presque une mélodie dont toutes les valeurs rythmiques sont égales, mais une mélodie quand même. La basse continue va disparaître à l'époque classique. On va plutôt favoriser des accompagnements plus légers, moins récurrents, moins continuellement joués, et souvent plus des accords, peut-être des accords tenus ou des accords en petites notes répétées, etc., ou des arpèges brisés, ce qu'on va appeler des basses d'Alberti. Mais à l'époque classique, la pratique de la basse continue tend à disparaître, à mesure que la musique finit de s'affranchir de son rôle d'accompagnement de la danse. Il n'y a plus personne qui danse sur des symphonies de Mozart, donc c'est pas la peine d'écrire une ligne de basse dans les menuets qui évoque la basse continue puis la nécessité de marquer tous les temps. Et par ailleurs, le style classique met beaucoup l'importance sur la mélodie elle-même. Donc, on va vouloir favoriser les accompagnements les plus légers possibles. Or, la basse continue, c'est un accompagnement, mais qui est presque une contre-mélodie, qui est presque une deuxième mélodie, ce que le style classique va chercher à éliminer pour, le plus possible, mettre de l'avant la mélodie principale
avec juste une espèce de tapisserie harmonique en arrière, mais les accompagnements les plus légers, les plus discrets. Dans le style classique, l'accompagnement cherche à se faire oublier au profit de la mise en évidence de la ligne mélodique. Donc les procédés d'écriture ne sont pas les mêmes. Dans le baroque, on a de la mélodie accompagnée, mais l'accompagnement a un rôle plus linéaire et plus quasi-mélodique, alors que dans le style classique viennois, l'accompagnement est vraiment très discret, très léger pour laisser toute la place à la mélodie principale. Par ailleurs, si vous remarquez bien, le premier menuet de Bach est très homogène au niveau de son caractère. Il n'y a pas de contraste interne dans les sections ou dans les phrases. Si vous comparez ça au menuet de Mozart, c'est complètement différent. Le menuet de Mozart, pa, ya ta ti ta ti ta ta ra ta 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 tim, et pa, ya ta 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 ra ta 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 tam. On a eu 8 mesures de musique, puis là, tout d'un coup, ta di da da wam pam pam pam. Le caractère change complètement au bout de 8 mesures. On avait quelque chose de très fort, de très imposant, solennel, majestueux, rythmé, avec même un accompagnement au timbale. Puis les 8 mesures suivantes, c'est très lyrique, c'est très léger, c'est très chantant, c'est très délicat. Donc vous avez ce contraste interne à l'intérieur de 16 mesures. Vous avez 8 mesures très fortes, très imposantes, très rythmées, et 8 mesures très lyriques, très délicates, et ainsi de suite. Donc ce souci de contraste est très très spécifique au style classique viennois par opposition au baroque. Le baroque cherche une grande cohérence interne, une grande homogénéité du caractère. Le style classique viennois, au contraire, cherche les contrastes. Donc l'instrumentation a changé. On est maintenant en présence d'un orchestre symphonique. L'idée même de unité interne est remplacée par une idée de recherche de contraste, et ces contrastes-là vont se manifester de toutes sortes de façons. Forte versus piano, corde versus instrument avant. Dans un même mouvement, ça peut être un thème à la tonique versus un thème à la dominante, un thème rythmé versus un thème lyrique, et ainsi de suite. L'essentiel du style classique viennois est basé sur cette recherche perpétuelle de contraste. Le style classique ne conçoit pas ces thèmes de la même façon que les compositeurs baroques. Il y a quelqu'un qui avait déjà dit la musique baroque a horreur du vide. On a cette idée de mouvement perpétuel. Il y a cette fameuse cantate de Bach, etc. Alors que, comparez ça à la petite musique de nuit de Mozart, pam, 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 pim, pam, 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 on a une note, puis un silence. 2 notes, un silence. 6 notes, un silence. Ça, c'est un thème classique. C'est un thème qui est basé sur un motif. C'est un thème qui est basé sur l'accumulation et la répétition d'un élément et le développement d'un élément. Une note, 2 notes, 6 notes. Okay? Il y a l'idée de croissance d'une idée. On part de quelque chose de très simple, puis on rajoute un peu, puis on rajoute un peu, mais le silence est utilisé pour séparer l'atome principal de ses développements subséquents. Donc ça, c'est un thème qui est construit selon les lois de la phrase classique. C'est un thème ponctué. Pourquoi ponctué? Parce qu'il y a des silences dedans. Les silences jouent un peu le rôle de la ponctuation. Donc vous avez vos thèmes baroques, plus basés sur le concept du mouvement perpétuel. Et vous avez vos thèmes classiques qui, au contraire, sont plus basés sur cette idée de thème ponctué de silence. Construction thématique très différente. Donc, c'est la raison qui explique, en fait, ce sont les raisons qui expliquent pourquoi, même si vos auditions 24 et 25 sont 2 menuets tirés d'œuvres orchestrales, ils sont quand même extrêmement différents au niveau de leur conception, au niveau de leur sonorité et au niveau de leur caractère. L'audition numéro 26 nous amène dans un autre univers qui est celui du romantisme musical. Il va y avoir une recherche de liberté dans le romantisme. On va mettre de côté les formes classiques et surtout baroques, donc on n'écrit plus de menuets au 19e siècle, et on cherche beaucoup à raconter des histoires. Le romantisme au départ est un mouvement littéraire. Les premiers grands artistes romantiques, c'est des Allemands, c'est des dramaturges, c'est des poètes, et donc le romantisme vient beaucoup du théâtre et du roman.
Et on va avoir cette presque obsession au 19e siècle de raconter des histoires, même en musique instrumentale. On va délaisser les formes classiques du 18e, l'allegro de sonate, puis ainsi de suite, et on va au contraire mettre la musique instrumentale au service d'une narration. Et ça va donner ce qu'on appelle la musique à programme. Qu'est-ce que c'est la musique à programme? C'est une musique qui est inspirée d'une idée extra-musicale. Dans le cas de la symphonie fantastique de Berlioz, c'est un narrateur, un personnage principal qui va vivre une histoire d'amour qui va mal finir, mais deuxième mouvement, le héros amène sa bien-aimée dans un bal et là ils vont danser la valse ensemble. Et vous avez dans le deuxième mouvement toutes les péripéties, puis là ils arrivent au bal, puis là vous entendez la valse qui démarre, puis ainsi de suite. Donc il y a un caractère extrêmement cinématographique dans la symphonie fantastique de Berlioz. Quand on se rend en littérature musicale 3, on va écouter le dernier mouvement de cette symphonie fantastique, Songe d'une nuit de sabbat, et on va voir justement que le personnage est rendu en enfer, puis qui est tourmenté par des squelettes, puis des sorcières, puis ainsi de suite. Il y a une citation du Requiem grégorien, le dies irae qui intervient. Pour l'instant, il est plus heureux, il est encore sur terre, puis il va danser avec sa bien-aimée, il va danser la valse. Il y a des changements au niveau de l'instrumentation. Berlioz est parmi les premiers à utiliser la harpe. Donc, encore une fois, l'orchestre va s'adapter, l'orchestre va changer. Qu'est-ce qui se passe au 19e? Les percussions vont être utilisées de façon beaucoup plus diversifiée. Alors qu'au 18e, les seules percussions qu'on utilisait à l'orchestre, c'était les timbales. On va voir apparaître au 19e la grosse caisse, la caisse claire, des cymbales. On va voir utiliser différents tambours. On va voir des fois des castagnettes quand on veut un effet plus exotique ou un effet un peu espagnol. Donc voilà, il y a un grand développement de la section des percussions, un grand développement aussi des instruments à vent, notamment les cuivres, qui avec le développement de clés, de pistons, les cuivres vont devenir vraiment chromatiques, alors qu'au 18e siècle, c'était des instruments diatoniques. Une trompette baroque, ça n'a pas de piston. Une trompette baroque, c'est une longueur de tuyau avec une embouchure à un bout puis un pavillon à l'autre bout. Et avec la pression des lèvres, on peut aller chercher différentes harmoniques naturelles de la note fondamentale, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire sur une trompette baroque. Et donc, essayez de faire des trilles là-dessus, je vous jure que c'est du sport. Ceci dit, il y en a qui s'en sortent très bien, mais donc, le 19e siècle va être caractérisé par un développement spectaculaire des vents et des percussions. Pour revenir à Berlioz, vous avez des changements abrupts au niveau du tempo, dans la pulsation. Remarquez, autour des secondes 48, 49, 50, il y a une espèce de suspension à la fin de la phrase, puis ensuite on recommence. C'est une manifestation de ce qu'on appelle le rubato romantique. Le rubato, c'est un tempo élastique. C'est une conception très romantique qui veut que la pulsation soit quelque chose d'organique. Et un peu comme les battements de notre cœur peuvent accélérer et ralentir et sont en constante fluctuation, de la même façon, les romantiques voient le tempo comme quelque chose qui est toujours en mouvement. D'où la nécessité au 19e d'avoir un chef d'orchestre qui va planifier méticuleusement ses accélérations, ses ralentissements et s'assurer avec sa direction que tous les musiciens sont capables de suivre. On n'avait pas besoin de chef d'orchestre au 18e siècle. Le premier violon pouvait très bien donner les attaques, puis tout le monde allait suivre. Quand il y avait des concertos, quand Mozart jouait des concertos, il dirigeait lui-même du piano, puis quand c'était le temps de jouer, il jouait, puis c'était tout. Mais au 19e siècle, il y a de telles variations dans le tempo que ça rend la présence de quelqu'un qui dirige l'orchestre absolument indispensable. Donc vous avez votre rubato qui témoigne d'un assouplissement de la conception rythmique. Le rythme n'est plus fixe, le rythme devient souple, le rythme devient subjectif. De la même façon, la forme est très libre. Alors que vos menuets de Bach et de Mozart étaient très clairs au niveau de la forme, c'était deux formes binaires avec reprise, plus un da capo à la fin. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est beaucoup moins évident. Donc on passe librement de certaines idées au thème de valse qui revient. On dit que la valse joue un peu le rôle d'un scherzo. Ça reste à voir, mais il y a une très grande liberté formelle parce que
Ce qui sous-tend le déroulement de la symphonie, c'est pas une forme préexistante, c'est une histoire. Dans tel mouvement, le héros fait telle chose et on va mettre ces éléments-là en musique. Donc c'est presque une forme cinématographique, c'est une forme qui est narrative. Et ça, c'est tout à fait typique de la musique à programme. On va avoir une valorisation de certains procédés qui vont tendre à rendre la tonalité plus ambiguë. Autant le style classique était diatonique, autant le romantisme va mettre de l'avant le chromatisme. Le style classique valorise la clarté, l'équilibre, la symétrie, l'économie des moyens. Et cette clarté-là cherche à être atteinte de différentes façons. Premièrement, en mettant la mélodie vraiment en évidence et en valorisant les accompagnements les plus discrets possibles. C'est une façon d'atteindre la clarté. Une autre, c'est de vraiment mettre l'emphase sur les degrés tonaux forts. Les fonctions toniques et dominantes sont très claires et très évidentes dans le style classique viennois, surtout dans cette branche du style classique viennois qui est inspirée par le style galant. Le style galant, c'est très charmant, c'est très clair ce qui se passe au niveau harmonique. Le romantisme, au contraire, va valoriser davantage l'ambiguïté, le chromatisme, les modulations inattendues, les notes étrangères à l'harmonie, des broderies, des appoggiatures, des notes de passage, etc. Ce qu'on va appeler éventuellement des dominantes secondaires, donc 5 de autre chose que 1. On va mettre le 5 de 2, le 5 de 5, etc. Donc tous ces accords-là vont entraîner l'utilisation d'altérations accidentelles. Et bien sûr, plus il y a d'altérations accidentelles, moins on se sent dans le ton initial, moins c'est clair dans quelle tonalité on se situe. Et le romantisme va multiplier ces procédés d'ambiguïté harmonique parce que c'est un style, c'est un langage qui est beaucoup basé sur la richesse harmonique. Et cette recherche de richesse harmonique tend à l'éloigner d'une recherche de diatonisme pur. Le diatonisme pur est perçu comme étant très clair et très emblématique de ce que cherchait à faire le style classique viennois. Les romantiques sont à la recherche de quelque chose de plus ambigu, de plus tourmenté, de plus complexe, de plus subjectif, de plus imprévisible, sont dans une quête perpétuelle de liberté, et pour eux, cette liberté-là va souvent se manifester justement par l'utilisation d'accords inattendus, de modulations spectaculaires, etc., etc. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles votre extrait de la symphonie fantastique de Berlioz ne sonne pas du tout comme une symphonie de Mozart. Même si à peine, même pas 50 ans séparent les deux, on est à certains égards sur deux planètes musicales complètement différentes si on compare donc le style classique viennois et le romantisme. Quelques mots pour finir sur Stravinsky. Je vais peut-être tout à l'heure faire une petite capsule que je vais insérer à peu près à ce moment-ci dans la vidéo sur l'utilisation de la bitonalité dans Petrouchka de Stravinsky. Mais en gros, le modernisme cherche à remettre en question les systèmes normatifs du passé. Quels sont ces systèmes normatifs? Essentiellement, le système tonal et les formes. Donc, les formes du passé sont mises de côté et la tonalité aussi. On a trois grands compositeurs qui sont les espèces de pères fondateurs du modernisme musical. Il y a Debussy, il y a Schoenberg, puis il y a Stravinsky. En gros, on va revoir ça, tout ça en littérature musicale 4, bien sûr, mais Debussy met de côté l'harmonie tonale fonctionnelle au profit des modes. Il va utiliser le mode dorien, le mode mixolydien, la gamme par ton, des gammes pentatoniques, etc. Il va utiliser d'autres échelles que majeure et mineure, et il va aussi délaisser les lois et les principes de l'harmonie fonctionnelle. Il va dire l'accord de 5 n'est pas obligé d'aller se résoudre sur 1, l'accord de 5, je vais le résoudre là où ça me tente. Donc il y a cette grande liberté dans le modernisme musical qui est très emblématique du modernisme en art en général. Schoenberg, on le reconnaît comme le père de la musique atonale. En 1912, Schoenberg va créer une pièce qui s'appelle le Pierrot lunaire, dans laquelle il y a une totale liberté chromatique des notes. Donc, les notes peuvent aller où elles veulent, quand elles veulent. On n'est plus du tout régi par les gammes majeures ou mineures, ni même par les accords entiers superposés. Donc, cette totale liberté-là a été comparée à la peinture abstraite, à la peinture non figurative, parce que les deux démarches s'effectuent en parallèle.
Schoenberg crée la musique atonale en 1912, Kandinsky crée la peinture non figurative en 1911. Et les deux se connaissaient, ils correspondaient, ils écrivaient des lettres où est-ce qu'ils justement comparaient leurs démarches respectives et voyaient l'art moderne comme une grande entreprise d'émancipation de l'art par rapport à ses contraintes des siècles passés. Donc la peinture est plus obligée de représenter des paysages, puis des animaux, puis des madames plus ou moins déshabillées, puis ainsi de suite. De même, la musique n'est plus obligée d'utiliser des gammes majeures, puis des gammes mineures, puis des cinq qui vont se résoudre sur un, puis etc. Donc, dans Petrouchka, vous avez un extrait de la partition dans votre cahier de notes et vous voyez justement le caractère très éclaté de cette musique-là, la très grande complexité rythmique. Autant chez Bach, vous aviez des pages entières faites avec juste des croches puis des doubles croches, autant dans Stravinsky, vous pouvez avoir 8 valeurs rythmiques différentes dans la même mesure. Donc, c'est beaucoup plus riche et éclaté sur le plan rythmique et sur le plan tonal aussi, parce que souvent, Stravinsky va littéralement télescoper les tonalités ensemble, va créer une musique polytonale et une musique dans laquelle le paramètre unificateur n'est plus l'harmonie, mais souvent va être le rythme. Je prends quelques petites secondes pour vous parler d'un de mes moments préférés dans toute l'histoire de la musique. Vous pouvez aller voir en page 47 de votre cahier de notes de cours, vous avez un petit extrait du début du second tableau de Petrouchka, le ballet de Stravinsky. Et après un premier système assez dynamique et occupé sur le plan rythmique, vous avez deuxième système, un point d'orgue sur les blanches de la mesure 2, une double barre, molto meno, et c'est à ce moment qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Parce que le ballet raconte l'histoire d'une marionnette qui s'appelle Petrouchka, d'une marionnette qui a aussi des sentiments humains, et d'une marionnette qui est amoureuse. Avez-vous déjà remarqué quand on est amoureux qu'on est comme à la fois très content et très triste, qu'on veut toujours une chose et son contraire, qu'on veut que l'autre nous remarque, puis dès qu'elle nous regarde, on veut aller se cacher. Donc, Petrouchka est en proie à des sentiments violents et contradictoires. Et regardez ce que font les deux clarinettes juste vis-à-vis le molto meno de ce deuxième système. On a une clarinette qui fait... Et l'autre qui fait... Et quand on les joue en même temps, ça sonne fêlé. Il y a énormément de secondes. Majeur, mineur, seconde majeure, seconde mineure. Et surtout, on a un accord de Do majeur en même temps qu'un accord de Fa dièse majeur. Donc, on est à la fois aux extrêmes dans le cycle des quintes, dans les tonalités. On est à la fois en Do majeur et en Fa dièse majeur, la tonalité la plus éloignée possible de Do majeur. Et c'est une illustration extraordinaire d'un personnage qui est complètement déchiré entre deux choses qui sont inconciliables, être une marionnette puis être un être humain. Alors voilà, c'est en 1911, dans Petrouchka, qu'on commence vraiment à utiliser ce concept de bitonalité, qui est une remise en question fondamentale d'un principe élémentaire de la musique. Depuis des siècles, tout le monde joue toujours dans la même tonalité. Ici, Stravinsky arrive et nous dit « Pourquoi ? Pourquoi ne pas avoir quelqu'un qui est en Do majeur pendant que quelqu'un d'autre est en Fa dièse majeur? » Et ce qui tient tout ça ensemble, c'est le rythme. On sent que les voix s'harmonisent mutuellement, qu'elles commencent et finissent ensemble. Donc rythmiquement, c'est cohérent, rythmiquement, c'est structuré, mais tonalement, c'est éclaté. Et ça fait partie justement de cet éclatement de la tonalité qui est propre au langage de Stravinsky et qu'on a parfois comparé à l'éclatement de la figuration qu'on va retrouver exactement à la même époque chez les peintres cubistes. Alors voilà, de retour à notre programme principal. Vous pourrez constater dans vos auditions 28 et 29 qui sont tirées de la pièce suivante de Stravinsky, juste après Petrouchka. Il va composer le Sacre du printemps, dans lequel justement le rythme est l'élément fondamental du discours musical. Et c'est très évident justement que ce rythme-là devient donc l'idée musicale première. Et l'harmonisation du rythme se fait selon des paramètres nouveaux qui vont souvent justement télescoper des tonalités différentes selon cette logique de polytonalité.
Donc avec ça, on est vraiment dans l'univers de la musique moderne, une musique qui cherche constamment à explorer des choses différentes. Les compositeurs de musique moderne cherchent à réinventer la musique à travers des paramètres différents ou à travers une utilisation nouvelle des paramètres anciens. Il y avait bien sûr du rythme dans le style classique puis dans le romantisme, mais jamais une idée rythmique, une répétition presque obsessionnelle d'une idée rythmique servait de base à l'élaboration d'une section musicale, comme on va le voir dans le Sacre du printemps. Donc, c'était une tentative de présentation de nos 4 grandes périodes. Lisez les pages 9, 10, 11, 12 et la moitié de la page 13 dans votre cahier de notes de cours. Ça va vous donner beaucoup plus d'informations sur les caractéristiques de ces grands styles-là. Écoutez vos auditions 24, 25, 26, 27. Ça devrait vous donner quand même pas mal d'images sonores quant à la façon dont sonne le baroque, le classique viennois, le romantisme, le modernisme. Et puis, écoutez tout ça et on s'en reparle très bientôt en visioconférence. Donc, bonne écoute, bonne inspiration, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.